L'âge d'or du cannibalisme. Au début de son règne, Cronos n'était pas encore la pourriture infecte qu'il deviendrait à force de persévérance. Il commença par délivrer les Cyclopes et les Hécatonchires pour la plus grande joie de Gaïa. Ses frères monstrueux se révélèrent rapidement très utiles. En effet, ils avaient occupé leur captivité à apprendre la maçonnerie et à forger les métaux. Les distractions étaient rares dans le Tartare. Aussi, une fois libres, ils lui exprimèrent leur gratitude en lui construisant un palais en marbre sur le mont Othrys, qui était alors le sommet le plus élevé de Grèce. Les colonnes géantes et les salles immenses étincelaient dans la lumière des torches magiques. Le trône de Cronos, sculpté dans un bloc d'obsidienne, était serti d'or et de diamants. Impressionnant, je vous l'accorde, mais pas très confortable. Il en fallait davantage pour décourager Cronos. Il y passait ses journées à contempler le monde qui s'étendait sous lui en ricanant « Tout ça est à moi! À moi !» Les autres titans évitaient de lui chercher querelle. Ils avaient fort à faire pour surveiller leurs territoires respectifs, et depuis qu'ils l'avaient vu manier sa faucille, aucun d'eux n'avait envie de le contrarier. En plus de régner sur le cosmos, Cronos s'était autoproclamé seigneur du temps. S'il n'avait pas la capacité de voyager dans le temps comme dans Doctor Who, il pouvait le ralentir ou l'accélérer. Quand vous vous ennuyez en cours et que la journée paraît s'écouler au compte-gouttes, c'est à lui que vous le devez. Quand vous trouvez que les vacances passent trop vite, c'est encore à lui qu'il faut vous plaindre. Le pouvoir destructeur du temps le fascinait particulièrement. Il ne se lassait pas de regarder végétaux et animaux dépérir et mourir en accéléré. Ses complices avaient reçu chacun un coin de la terre en récompense. Les Grecs se représentaient alors le monde comme un vaste disque aussi plat qu'un bouclier. Ils n'étaient donc pas censés avoir des coins, mais bon, passons. Krios, le titan du Sud, avait pris le bélier pour symbole, en référence à la constellation du même nom. Son armure bleu nuit était semée d'étoiles, son casque orné de cornes. D'un caractère sombre et taciturne, il aimait se tenir à la limite du monde et contempler les astres en réfléchissant à des trucs profonds. Ou alors il regrettait de n'avoir pas un boulot plus excitant. Coéos, le titan du Nord, vivait logiquement à l'opposé de la Terre. On l'appelait aussi Polos, parce qu'il contrôlait le pôle Nord. Mais c'était bien avant que le Père Noël n'y emménage. Coéos possédait le don de prophétie. En grec ancien, son nom signifie « question ». Il interrogeait le ciel et parfois celui-ci lui murmurait des réponses. Flippant, non? Les autres titans avaient l'habitude de le consulter quand il se posait des questions brûlantes. Est-ce qu'il fera beau samedi? Est-ce que Cronos a l'intention de me tuer aujourd'hui? Comment dois-je m'habiller pour la fête qu'organise Rhea? Plus tard, Coéos transmit son don à ses enfants. Hyperion, lui, était le plus bling-bling. Comme le soleil se levait chaque matin sur son domaine, il s'était proclamé maître de la lumière. Mais dans son dos, on le surnommait Chronos Light, car il était la version allégée de son jeune frère, avec 2 fois moins de goût et de calories. Il portait une armure étincelante et s'enflammait à l'improviste, ce qui lui valait toujours un franc succès en société. Son vis-à-vis, Japet, était plus posé. Rien de tel qu'un coucher de soleil pour se relaxer. Mais mieux valait ne pas le nerver, car il maniait la lance comme personne. Croyez-moi, il n'avait pas acquis son surnom de perceur en réalisant des piercings dans une galerie marchande. Le dernier frère, Océanos, avait reçu les vastes étendues liquides qui bordaient le monde de tous côtés. C'est grâce à lui que celles-ci ont pris le nom d'océan. Ça aurait pu être pire. Si Japet avait régné sur les mers, on parlerait aujourd'hui du Japet atlantique. Avouez que ça sonne moins bien. Avant de vous présenter leurs sœurs les Titanides, je voudrais aborder un point un peu délicat. Un jour, les Titans se sont dit « Papa était marié avec maman, et nous, on va épouser qui ?» Alors, ils ont regardé les Titanides et ont pensé « Hé hé, je vous entends d'ici. » Quoi? Ils voulaient épouser leur sœur? C'est dégoûtant. Moi aussi, ça me révolte.
Mais n'oubliez pas que les dieux n'envisagent pas les relations familiales comme les mortels. Comme je l'ai déjà signalé, les règles morales étaient moins strictes à l'époque. Et comme on n'avait pas encore inventé les sites de rencontres, les titans n'avaient pas grand choix en matière de partenaires. Surtout, les immortels diffèrent radicalement des humains. Ils ont des pouvoirs cool et de l'ichor à la place du sang. Étant dépourvus d'ADN, ils n'ont pas à se soucier de la consanguinité. C'est pourquoi l'idée d'épouser leur sœur ne les choque pas plus que ça. Bon, du moins, c'est ma théorie. Libre à vous de les considérer comme de sales pervers. Soyons justes. Tous n'ont pas pris une de leurs sœurs pour femme, comme on le verra bientôt. L'aînée des Titanides, Theia, adorait tout ce qui brillait. Chaque matin, elle saluait le retour du jour en dansant et grimpait au sommet d'une montagne pour mieux jouir du spectacle. Elle aimait extraire du sol des cailloux qu'elle faisait étinceler grâce à ses pouvoirs magiques. C'est elle qui a créé l'or et les pierres précieuses. Compte tenu de ses goûts, il était logique qu'elle épouse Hyperion, le maître de la lumière. Ces deux-là semblaient faits l'un pour l'autre. Toutefois, je me demande comment ils arrivaient à dormir, lui illuminant la chambre et elle s'extasiant. « Oh, ça brille !» Thémis était très différente. Elle se couvrait toujours la tête d'un voile blanc pour ne pas attirer l'attention. Très jeune, elle s'était découvert un sens inné de la justice. Dans ses moments de doute, elle affirmait s'en remettre au jugement de la terre. Je ne pense pas qu'elle voulait parler de Gaïa, qui avait toujours eu un peu de difficulté à distinguer le bien du mal. Les autres titans appréciaient ses talents de médiatrice, capable de désamorcer les pires querelles. Elle n'a épousé aucun de ses 6 frères, une preuve supplémentaire de sa sagesse. La troisième sœur s'appelait Thétis. Je sais, encore un prénom qui commence par T. Moi-même, je finis par m'y perdre. Son truc à elle, c'était les sources, les rivières. Elle proposait toujours à ses frères et sœurs de les désaltérer en leur répétant qu'il fallait boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Toutes les créatures vivantes ayant besoin d'eau, Thétis se considérait un peu comme l'infirmière de la création. Sans surprise, elle finit par épouser Océanos. « C'est quoi ta passion ? L'eau ? Oh, ça alors, moi aussi ! Oh, toi et moi, on est fait pour s'entendre !» Phébé, elle, vivait au centre géographique du monde, qui correspondait pour les Grecs à l'oracle de Delphes. Si vous tendiez l'oreille, sa source sacrée vous révélait parfois des bribes d'avenir. Les Grecs l'appelaient l'omphalos, le nombril, sans préciser si celui-ci était rentré ou sorti. Phébé fut une des premières à déchiffrer les murmures de la source de Delphes. Toutefois, elle ne cultivait pas le style diseuse de bonne aventure, sombre et mystérieuse. Son nom signifiait la brillante, et elle n'annonçait que les bonnes nouvelles, comme les horoscopes des biscuits chinois. Par exemple, si vous deviez mourir le lendemain, elle vous disait un truc du genre « Inutile de réviser ton contrôle de maths ». Phébé épousa Coéos, son frère du Nord, qui possédait également le don de prophétie. Malheureusement, leurs domiciles respectifs étant très éloignés, ils se voyaient peu. Le petit-fils de Phébé, Apollon, devait hériter de ses pouvoirs et de l'oracle de Delphes. C'est pourquoi on appelle parfois Apollon Phébus. Mnémosyne, j'ai dû vérifier au moins 20 fois l'orthographe de son nom et je suis sûre de l'avoir quand même mal écrit. Donc Mnémosyne possédait une mémoire photographique, bien avant l'invention de la photo. Souhaiter un bon anniversaire à ses sœurs, faire ses devoirs, descendre la poubelle, nourrir les chats, elle n'oubliait jamais rien. Dans un sens, c'était pratique de l'avoir comme pense-bête. D'un autre côté, on a tous des souvenirs honteux qu'on préfère ne pas voir exhumer. Et vous pouviez toujours compter sur elle pour vous rappeler les promesses que vous lui aviez faites. Mnémosyne ne comprenait pas que tout le monde n'ait pas une aussi bonne mémoire qu'elle. Elle a donc inventé l'écriture pour aider les crétins dans notre genre à conserver leurs souvenirs. La prochaine fois que vous réviserez votre conjugaison ou devrez apprendre par cœur la liste des 50 États américains, pensez à la remercier. C'est elle qui a imaginé ces corvées. Aucun de ses frères n'a voulu l'épouser. Je me demande bien pourquoi. La 6e et dernière sœur, Rhea, était la plus douce et la plus jolie. On ne peut pas dire que ça lui ait porté chance. Son nom signifie facilité ou aisance. En effet, elle était facile à vivre et mettait tout le monde à l'aise. Elle se déplaçait de vallée en vallée, rendant visite à ses frères et sœurs, bavardant avec les nymphes et les satyres. Elle adorait les animaux, en particulier le lion. On la représente souvent accompagnée de lions, ce qui lui permettait de circuler en toute sécurité, même dans les quartiers les plus malfamés.
Comme elle aimait les bébés et aider ses sœurs à accoucher, Rhea devint la titanide de la maternité. Plus tard, elle serait connue sous le nom de Grande Mère. Mais pour avoir des enfants, il lui fallait d'abord se marier, pour son malheur. Rassurée de savoir l'univers entre les mains de ses héritiers, Gaïa avait décidé de se retirer dans le sein de la terre. Après avoir donné le jour à 18 enfants et traversé autant d'épreuves, elle estimait avoir mérité son repos. Faisant confiance à Cronos pour gouverner sagement, tu parles, elle s'accorda une petite sieste qui, à l'échelle géologique, allait durer plusieurs millénaires. En son absence, les titans se marièrent et fondèrent des familles. Océanos et Thétis eurent une fille, Clymène, la déesse de la réputation. Ayant grandi au fond de l'eau où il ne se passait jamais rien, elle consacrait son temps au dernier potin et à la lecture de la presse people ou l'équivalent de l'époque. Comme beaucoup de gens obsédés par la célébrité, elle finit par s'installer sur la côte ouest où elle tomba amoureuse de son oncle Japet. D'accord, c'est immoral, mais je me tue à vous le répéter. Les titans ne voyaient pas les choses comme nous, alors cessez de pousser des cris indignés et écoutez la suite. Japet et Clymène eurent un fils, Atlas, un excellent guerrier, doublé d'un parfait crétin. Adulte, il devint le bras droit de Cronos. Le couple eut un autre fils, Prométhée, qui lui était très intelligent. On lui attribue l'invention d'une forme de vie mineure dont vous avez peut-être entendu parler, la race humaine. Un jour où il jouait avec de la boue au bord d'une rivière, il modela 2 personnages semblables à des titans, quoique plus petits et fragiles. Soit que le sang d'Ouranos se soit mélangé à la boue, soit que Prométhée ait lui-même insufflé la vie à ses créations, celles-ci devinrent les premiers êtres humains. Croyez-vous que Prométhée reçut une médaille pour ça ? Détrompez-vous. Les titans considéraient les hommes comme des gerbilles. Certains les trouvaient mignons, même s'ils ne servaient à rien et avaient une existence très brève. D'autres les jugeaient répugnants ou les ignoraient. Les hommes, eux, passaient le plus clair de leur temps à se terrer dans des cavernes et à fuir pour éviter d'être écrasés. Cependant, les titans continuaient à se reproduire. Je ne citerai pas tous leurs rejetons, on en sera encore là dans 1000 ans. Sachez seulement que Koios et Phébé, les devins, eurent une fille, Leto, la protectrice des enfants. Tous les titans l'employaient comme babysitter. Hyperion et Théia, monsieur et madame Bling Bling, eurent des jumeaux, Hélios et Séléné, qui héritèrent logiquement du soleil et de la nuit. Hélios était très content de lui. Chaque jour, il conduisait le char du soleil, son piège à filles, comme il l'appelait, à travers le ciel entier. Je vous laisse imaginer le nombre de kilomètres qu'affichait le compteur. Séléné, plus discrète, menait son char argenté à travers le ciel nocturne. Cette solitaire n'aima qu'une fois dans sa vie, une histoire affreusement triste. Le seul à ne pas avoir fondé de famille était Cronos, le maître de l'univers. Seul dans son palais, au sommet du mont Otris, il broyait du noir pendant que ses frères et sœurs prenaient du bon temps. Il n'arrivait pas à sortir de son esprit la malédiction d'Ouranos. Un jour, tes propres enfants te chasseront de ton trône. Les premiers temps, il s'était dit « Puisque c'est comme ça, je me marierai jamais et je n'aurai pas de gosse, bon débarras !» Mais quand vos proches se casent l'un après l'autre, la solitude finit par vous peser. Cette fichue malédiction lui gâchait le plaisir qu'il avait eu à découper son père en morceaux. Ses frères, sœurs, neveux et nièces lui rendaient rarement visite. Depuis que Gaïa s'était retirée sous terre, il ne venait plus dîner au palais le dimanche soir. Il prétendait être trop occupé, mais Cronos les soupçonnait d'avoir peur de lui et de sa faucille. Sans parler de l'habitude qu'il avait de hurler « Je vais tous vous tuer !» chaque fois qu'on le contrariait. Ce n'était pas sa faute s'il avait hérité du sale caractère de son père. Un jour, il a craqué. Il faut dire qu'il avait été réveillé par un cyclope qui frappait son enclume juste sous sa fenêtre un dimanche à 7h du matin. S'il avait libéré les premiers cyclopes et les hécatonchires pour faire plaisir à sa mère, il s'était rapidement fatigué de leur compagnie. Il devenait de plus en plus affreux, n'avait aucune hygiène et faisait un boucan infernal, toujours occupé à forger, tailler des pierres et monter des murs. Il lui avait été utile pour construire son palais, mais à présent, il constituait surtout une gêne. Il chargea Atlas, Hyperion et quelques-uns de ses sbires d'emmener les pauvres monstres faire un tour à la campagne, pour admirer les fleurs sauvages. Une fois loin du palais, les hommes de Cronos se jetèrent sur les malheureux et les balancèrent enchaînés dans le Tartare. Gaïa en ferait sûrement toute une histoire à son réveil, mais Cronos s'en moquait. C'était lui le roi. Sa mère devrait se plier à sa volonté, comme les autres. Le palais fut beaucoup plus calme ensuite.
Chronos se trouve alors une nouvelle excuse pour râler. Pourquoi était-il le seul à ne pas avoir de petite amie? C'était trop injuste. En réalité, il aimait secrètement sa sœur Rhea. Pendant les réunions de famille, il la regardait sans cesse à la dérobée, et quand il surprenait un invité à flirter avec elle, il l'attirait à part, sa faucille à la main, et le décourageait d'insister. Il adorait le rire de Rhea, son sourire plus radieux que le soleil, ses longs cheveux noirs, ses lèvres qu'il rêvait de baiser. Rhea n'était pas seulement belle, elle était la douceur et la gentillesse incarnée. Tout le monde l'aimait. Si j'épousais une femme comme elle, se disait Chronos, ma famille aurait moins peur de moi et viendrait plus souvent me voir. Rhea ferait de moi un meilleur titan. Mais une voix intérieure lui soufflait. Impossible. À cause de cette stupide malédiction, tu ne te marieras jamais. La frustration l'étouffait. Enfin, il était le maître de ce fichu univers. Si ça se trouve, Ouranos s'était moqué de lui, il n'y avait pas de malédiction. Ou bien, avec un peu de chance, sa femme et lui n'auraient pas d'enfants. Note à l'intention du lecteur, si tu ne veux pas de gosse, évite d'épouser la déesse de la maternité. N'y tenant plus, Chronos finit par inviter Rhea à dîner en tête-à-tête. Là, entre la poire et le fromage, il lui avoua ses sentiments et lui proposa le mariage. J'ignore si Rhea l'aimait sincèrement ou si elle était trop effrayée pour refuser. Comment dire non à Chronos, le maître de ce fichu univers, le meurtrier de son propre père? Pour ne rien arranger, durant tout le dîner, elle avait vu sa faucille accrochée au mur derrière lui. Sa lame étincelait à la lueur des chandelles comme si elle était encore tachée du sang d'Ouranos. Donc, Rhea dit oui. Peut-être croyait-elle que Chronos s'améliorerait à son contact. Peut-être Chronos le croyait-il lui-même. Leur lune de miel fut un succès. Quelques semaines plus tard, en apprenant que Rhea portait leur premier enfant, Chronos tenta de se persuader qu'il était fou de joie. Peu importait que le bébé fût un titan ou une titanide. Il l'aimerait de tout son cœur.